Bonjour, nous sommes le jeudi 4 mars 2021 à Zagreb et aujourd'hui je vais vous parler de Lettre à Benjamin de Laurence Leduc Primo avec la couverture à l'envers comme d'habitude à cause de ces vidéos sur tablette. Lettre à Benjamin, c'est le livre de la peuplade qui sortira le 16 mars au Québec et le 18 en Europe. Alors, on est dans une période où depuis un an, on parle énormément de récits de l'intime. On a eu le consentement l'année dernière. On a eu le livre de Camille Kouchner cette année. Lettre à Benjamin, c'est un récit également d'une question intime. Mais je dirais que s'il y a des récits qui sont là pour raconter quelque chose, pour partager un témoignage, pour partager quelque chose qui a été vécu, peut-être pour le rendre réel. C'est pas du tout l'objet de la lettre à Benjamin de Laurence Leduc Primo. Alors, qui est Benjamin? Benjamin, c'était plutôt le compagnon de Laurence qui s'est suicidé il y a un peu plus d'un an, et à la suite de ce drame, Laurence s'est attelée au bout d'un moment, à écrire ce livre, non pas forcément comme un geste thérapeutique ou comme un désir à tout craint de partager son histoire, mais vraiment comme un geste littéraire. Et ce qu'elle raconte là-dedans, c'est pas son histoire. Là, l'idée, c'est pas de restituer quelque chose, une narration personnelle, on va dire. C'est vraiment de raconter un sentiment, ou plutôt des sentiments. Puisque là, ce qui est le cœur de la lettre, ou plutôt des lettres à Benjamin, puisque c'est une succession de textes, elle les a écrits sur un temps limité, 5 jours, pour dire ce qu'elle ressentait, c'est l'expression des sentiments, de différents sentiments. Le sentiment de perte, à la suite du deuil, bien évidemment, mais ce qui va arriver progressivement au fil du livre, c'est que malgré la tragédie, finalement, le sens de la lettre à Benjamin, en tout cas moi, celui que j'ai trouvé en tant que lecteur, c'est surtout une manière de dire l'amour et comment celui-ci survit au pire à une situation très complexe, puisqu'elle raconte comment Benjamin était en prise à des troubles mentaux, notamment une dépression, et la manière dont ça n'est pas traité dans nos sociétés, ou pas pris au sérieux dans nos sociétés. Mais malgré ça, et malgré l'enfer que peut vivre la personne qui est à côté, qui veut aider, qui se retrouve infirmière, qui se retrouve hors de sa vie de compagne, de conjointe ou de conjoint, enfin, les deux existent bien évidemment, mais c'est la survivance de l'amour à tout ça, et même la survivance de l'amour à la mort. Donc je vais vous en lire un petit passage. Il y a tellement de pochettes de tristesse, des flashs, des souvenirs, des choses qui ont été ou qui n'arriveront jamais. Ces livres que tu ne liras pas, dont on ne parlera pas ensemble, ces places où je n'irai plus. Pas avant un sale bout en tout cas, parce que trop lié à toi, à nous. Le plus beau spot de camping de la Terre où tu passais ton temps à te baigner tout nu et à jouer de la guitare. Il y a tout cet univers qu'on partageait. Un monde qui n'existait qu'entre toi et moi, et dans ce monde-là, mon centre était quelque part légèrement à l'extérieur de moi, dans un endroit à la rencontre de nous deux. J'avais des univers que je ne partageais pas avec toi, mais celui-là prenait beaucoup de place dans ma vie. Et cet univers et tout ce qu'on y avait mis s'est écroulé avec ta disparition. Violemment, drastiquement et sans retour possible. Cette partie de moi qui était là est gravement blessée. Je me fâche contre la psy l'autre jour, qui fait un fit de psy quand je dis que mon centre est maintenant dans le vide. Elle répond: non, il faut toujours que ton centre soit à l'intérieur de toi. On peut être triste, très triste, c'est normal d'être triste, mais pas écroulé. Elle me regarde comme si j'étais épaisse, problématique, disons. Il va falloir travailler là-dessus. Je lui ai dit que ça relevait du domaine de l'utopie, de penser qu'on pouvait passer autant de temps avec quelqu'un aussi proche et de s'attendre à ne pas être déstabilisé par une mort subite. Ne pas s'attendre à être partiellement arraché à soi-même. Genre, Chris, sors de tes cahiers, viens pas me dire que toi, si ça t'arrivait, tu serais seulement triste. Après, j'ai dit: c'est vrai, je peux m'imaginer de l'amour et des relations fortes qui sont plus distantes, et qui sont saines et importantes et nourrissantes. Mais je reviens toujours à ça, plate un peu aussi. Ou enfin, où certaines portes ne sont pas ouvertes. Et chaque fois que je me pose sérieusement la question, j'arrive à la même conclusion. Peut-être qu'un jour, je voudrais la zénitude, l'autosuffisance. Je pense connaître le chemin vers ça, et pouvoir y arriver si je veux. Mais renoncer à la possibilité de souffrir violemment ressemble plus, pour moi, pour l'instant, à abdiquer une partie de la vie. Cette partie où vivre peut faire mal, très mal,
mais peut aussi ressembler à quelque chose qui permet de toucher à plusieurs couches d'existence. Ce que je veux dire, c'est que je suis plus contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu avec toi et avec moi, et que ça se termine par ta mort et ma profonde déstabilisation, que si j'avais vécu une relation où ce n'aurait pas été une possibilité. J'aurais préféré, évidemment, que ça se termine autrement, c'est pas la question. C'est comme des vases communicants, proximité-détachement. Plus quelqu'un est près de mon intimité, de ma vulnérabilité, plus cette relation dans le temps va contribuer à donner une forme à cette intimité, va devenir, disons, indispensable. Et sortir de cela vers une autre configuration, comme passer d'une autre configuration à cela, est chiant et difficile. Tellement difficile que je me dis à chaque fois, plus jamais. Puis le temps passe et l'idée de vivre sans cela est pénible aussi. Il reste quoi d'abord dans la vie qui vaut la peine d'être vécue? Il y a l'art, c'est vrai. Mais l'art ne suffit pas. Et même si tu sais combien je me bats pour garder les autres espaces ouverts, lutter contre le rétrécissement du couple reste que le temps disponible n'est pas infini et que la facilité me tire souvent vers l'inertie. Rester ici avec toi puisque c'est bien et que je suis déjà là. Et qu'à la longue, les autres univers rapetissent et celui-là grandit, finit par étouffer même. C'est une question intéressante, celle des liens et des dépendances. Dieu sait combien on a parlé de tout ça et combien on a essayé d'y apporter des réponses vivantes, vivables, à chercher l'intensité et la proximité, sans tomber dans le besoin de... Je ne sais pas si l'humain est une chose si forte qu'on est vraiment capable d'aller jouer dans l'un sans toucher un peu à l'autre. Peut-être. Mais c'est marcher sur une ligne très fragile, qui va constamment brasser toutes nos vulnérabilités et nos peurs. Et il faudrait être assez solide pour ne jamais tomber dans cet endroit où on serre si fort tout ce qu'il y a, tout ce qui est à notre portée pour se garder du vide. Ça me semble, et je reviens à ça, un peu utopique. La plupart des gens qui m'ont dit être arrivés à quelque chose de plus tranquille l'ont aussi fait, d'après moi, au prix d'une certaine vivacité de sentiments et d'émotions. Est-ce que je me souhaite ça? Je me souhaite d'être capable de me pitcher avec encore moins de peur et de frein la prochaine fois. Je me souhaite de ne pas réduire mes attentes, de les augmenter. Je me souhaite de ne pas renoncer au possible pour me contenter du pragmatique. Je réalise avec ta mort que se protéger ne sert à rien. Le pire arrive pareil, et rien ne protège contre le pire. Aussi bien vivre plus. Avant cela, il faudra te digérer et ne pas mourir en chemin. Lettre à Benjamin, Laurence Lebuc-Primo, aux éditions La Peuplade, 16 mars au Québec et 18 en Europe. Merci.